Deux personnes arrêtées par la police. Elles sont soupçonnées d'avoir assassiné le footballeur Georges-Henri Griffith début octobre 2017. Dans le nord du Mozambique, qui fournit 80% de la production mondiale de rubis, des centaines de mineurs qui exercent dans l'informel défient jour et nuit la faim. La police et une multinationale pour s'approprier les miettes illégales du commerce de cette pierre. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Les assassins présumés de Georges-Henri Griffith, ancien international, ex-attaquant du Sirocco FC, de San Pedro et de l'Asie d'Abengourou, ont été arrêtés. Le footballeur avait été tué le 5 octobre 2017 à Angré, dans la commune de Cocody. Et le reportage de Dangui Dangui. Arrêté le mercredi 3 octobre dernier, cet individu a été identifié comme étant l'un des présumés assassins du jeune footballeur international Georges Griffith. Les agents de la police criminelle le présentaient comme un spécialiste des braquages de grosses cylindrées et de type 4x4. Il n'a pas hésité à abattre le footballeur professionnel en congé à Abidjan en octobre 2017. Un jour ici qui était à Bobo, ici sur le bateau ici qui était à Bobo, il était passé 3082. On est venu d'Abobo. Arrivé au niveau du terminus 82, on a vu une ML qui voulait stationner. On l'a arrêté, mon frère et moi. On a demandé la clé de la voiture. Il a refusé de nous la remettre. Quand on a vu des gens approcher, j'ai demandé à mon frère qu'est-ce qu'on fait. Il a répondu, tirons sur lui. J'ai donc tiré. Mon frère l'a sorti du véhicule et on a démarré. Le suspect, qui était aussi recherché dans le cadre d'une enquête pour meurtre suite à un braquage de domicile, avait donné une fausse identité aux éléments du commissaire Elo Raymond. Manque de peau pour lui. Après croisement de fichiers entre la direction de la police criminelle et la brigade de recherche et investigation, il a été formellement identifié. Nous nous sommes rendus à Angré Djibi, là où eut lieu le crime. Un riverain témoin de la scène nous raconte le drame. Je sortais de la cité pour voir ce qui s'est passé. Et je venais, j'ai vu le monsieur, il était à terre et il agonisait. Il appelait du secours. Je suis venu avec un monsieur pour lui porter des secours. Donc on s'est dit non, que non, comme ce n'était pas chose qu'on appelle, c'est pas du vol, c'était des braquages, on pouvait l'apporter dans une clinique, non loin d'ici. Et on s'est dit non, il y a une dame qui dit non, que non, de ne pas faire ça, qu'ils ont appelé les pompiers et les sapeurs-pompiers. Qui va venir tout à l'heure. Ils étaient là, ils agonissaient de cela. Bon, on a fait tout ce qu'on pouvait. 15 minutes après, les sapeurs-pompiers sont arrivés et c'est ça l'a rendu là. Un premier suspect a été mis aux arrêts en mars 2017 et purge une peine à la prison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Son acolyte attend d'être déféré devant les tribunaux. Quant aux éléments de la DPC, ils promettent traquer tous les malfrats et démanteler le circuit de recel de véhicules volés dans le centre névralgique est la ville de Boaké. Le reportage de Boris Odilon était commenté par Dangui Dangui. L'excellence a été célébrée dans la commune de Yopougon. 300 élèves de la commune ont reçu des kits scolaires d'une association de femmes. Ces élèves se sont distingués par leur travail durant l'année scolaire 2017-2018. Doigt des lasers. 300 élèves du quartier Pigeon dans la commune de Yopougon, récompensés pour leurs brillants résultats en fin d'année scolaire 2017-2018. Ils ont obtenu chacun 7 de moyenne pour les élèves du primaire et 12 de moyenne pour les secondaires. Des kits scolaires leur ont été remis par l'association des femmes dynamiques du quartier. Pour passer le BPC, j'ai eu 146 points. Je suis content de recevoir ce prix parce que j'ai bien travaillé à l'école. Je remercie l'association des femmes pour nous avoir donné ces cadeaux. J'ai eu 13 de moyenne et je suis très heureuse. Et je compte travailler encore l'année prochaine pour avoir plus de cadeaux. Une femme doit être battante. C'est cette leçon que nous voulons inculquer aux enfants pour dire que nous-mêmes qui sommes les mamans, nous ne nous asseyons pas. Nous apprenons chaque jour. Donc nous voulons que nos enfants aussi apprennent et ils deviennent quelqu'un de demain parce que la jeunesse c'est l'avenir de demain. Pour le parrain de la cérémonie, le travail bien fait doit être encouragé. On n'a pas besoin forcément de naître dans une famille riche pour devenir un grand homme demain. Mais si on se concentre sur ses études et qu'on veut réellement devenir quelqu'un dans la vie, il faut plus étudier. L'association des femmes dynamiques du quartier Pigeon dans la commune de Yopougon œuvre pour le bien-être de ses membres par l'entraide et le travail.
La propriété et l'ordre qui règnent dans un établissement primaire public du quartier Atoban dans la commune de Cocody ne laissent personne indifférent. Élèves et enseignants mettent la main à la pâte pour embellir cette école, ce qui constitue une source de motivation pour ces élèves. Le reportage de Dangui Dangui. 10 heures, c'est la pause dans cette école primaire. Les élèves se défoulent dans l'aire de jeu. Chacun y va de sa distraction favorite, sous le regard vigilant des encadreurs. On attend son tour. Voilà, doucement. Bienvenue à l'école primaire publique lauréat 3 et 4 à Atoban, dans la commune de Cocody. Murs peints et ornés de dessins ou d'écritures. Cours et toilettes propres. Salle de classe décorée et ventilée. Les PP lauréats 3 et 4 offrent aux enfants un cadre studieux. Je trouve mon école très belle et très accueillante. Ce qui me plaît le plus, c'est que les murs sont très jolis. Je trouve mon école belle et amusante. Ça m'encourage chaque matin quand je me lève, j'ai envie de venir à l'école. Les enfants ne sont pas les seuls à être fiers de cet établissement. L'ordre et la propreté de cette école primaire publique ajoutent à la motivation des enseignants. Le cadre m'a fait du bien. Dès lors que j'ai mis les premiers pas dans cette école, tout de suite, ça m'a donné l'envie d'y rester et d'enseigner avec plus de motivation. Ce n'est pas tous les jours que nous voyons un établissement si choyé. Les parents d'élèves s'impliquent véritablement dans le bon environnement des enfants. Connu pour sa propreté, sa beauté et ses excellents résultats scolaires, les PP lauréats 3 et 4 fait la fierté de l'enseignement primaire public selon des partenaires du système éducatif. Les enfants, ils sont bien en classe, une belle peinture, la propreté, il y a des poubelles, l'école est propre, les enfants sont à l'aise en classe. La beauté s'exclame d'elle-même. Le cadre est beau, le cadre est enchanteur. Ce cadre donne véritablement l'envie aux apprenants d'apprendre. Par le décret qui est institué le comité de gestion, l'école est à la charge des parents d'élèves. Il faut que les parents d'élèves s'approprient leur école. Comment une école publique réussit-elle à rivaliser de beauté et d'excellence avec les écoles privées de renom? Le responsable de l'école livre sa recette. Nous avons la chance d'avoir au premier niveau des collaboratrices vraiment qui sont à la tâche. Mes collègues au premier rang, des parents d'élèves qui véritablement s'impliquent dans la vie de leur école. Nous avions essayé de faire un management. Figurez-vous qu'ici à Laurier 3 et 4, chacune de nos classes a un parrain. Un parrain qui se trouve être un parent d'élève. Un parent d'élève est parrain de la classe et il suit les enfants. Assuré du soutien de ses collaborateurs et des parents d'élèves, le directeur n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Le projet consiste donc à faire l'extension de cette école en hauteur. En hauteur. Nous avions étudié le soubassement avec des experts et nous ont dit que c'est fait en R+1. Il s'agira donc pour nous de faire cette extension. Après tout ce que vous avez vu, notre souci ici maintenant, c'est de faire l'extension. En attendant la réalisation de ces projets, les PP lauréats 3 et 4 brillent déjà par sa beauté, ses excellents résultats scolaires. Des fiertés pour les élèves, les enseignants et les parents d'élèves. Un exemple à imiter. Une ONG prône des élections apaisées. La campagne pour les élections municipales et régionales a été émaillée de violences dans des villes du pays. Cette organisation a donc décidé de sensibiliser des étudiants sur les fondamentaux de la démocratie. L'ONG GEDES, groupe d'études et de recherches sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique, section Côte d'Ivoire, accentue sa sensibilisation et formation sur des élections locales apaisées. Après l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, c'est le tour des étudiants de l'INPHB, Institut Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, de bénéficier de cette formation. Ces étudiants ont été sensibilisés sur le bien fondé des élections locales, les comportements à adopter pour éviter les tensions, la conduite à tenir avant, pendant et après le vote, éviter de donner les résultats avant la commission électorale indépendante. Tels sont les modules au menu de cette formation. En tant qu'étudiants, ils sont beaucoup plus aptes
à comprendre certaines notions des fondamentaux de la démocratie, on dit l'enfant est le père de l'homme. Tout ce magma d'étudiants que vous voyez, c'est les futurs candidats, c'est les futurs décideurs. Donc c'est pour cette raison qu'il faut orienter justement la campagne de sensibilisation à l'endroit de cette masse estudiantine. L'ONG GEDES a invité les étudiants à être des relais auprès de leurs parents afin que les élections du 13 octobre se déroulent sans violence. Après les étudiants, l'ONG va axer sa formation et sensibilisation pour des élections locales apaisées sur les femmes. Sachez que le Sénégal va organiser les Jeux olympiques de la jeunesse en 2022. Le pays a été officiellement désigné par le Comité international olympique lors de la 133e session. Les Jeux olympiques de la jeunesse accueillent tous les 4 ans 4000 sportifs âgés de 15 à 18 ans. Le Sénégal était face à 3 autres postulants, la Tunisie, le Botswana et le Nigeria. La 3e édition des JOJ s'est ouverte samedi dernier à Buenos Aires. C'est en Argentine. Dans le nord du Mozambique, qui fournit 80% de la production mondiale de rubis, des centaines de mineurs qui exercent dans l'informel défient jour et nuit la faim, la police et une multinationale pour s'approprier les miettes illégales du commerce de cette pierre. Dans la forêt tropicale au nord du Mozambique se faufilent des centaines de mineurs informels. Ces hommes braves, police et multinationales pour extraire des éclats de pierres précieuses, des rubis qui leur permettront de survivre. L'exploitation de ce minerai représente 80% de la production mondiale du rubis. Une richesse pour l'État, mais une épine dans les pieds de la population traquée au quotidien par les autorités. Une influence qui n'a pas réussi à dissuader ces mineurs clandestins, car ici, la fièvre du rubis vaut bien celle de l'or. À chaque fois qu'on nous chasse, on part et on cherche un autre endroit où trouver les rubis. Et quand ils s'en rendent compte, on nous chasse à nouveau. Ils nettoient le site. Ils viennent en général avec l'armée ou avec des sociétés privées de sécurité. L'exploitation du rubis était encore très artisanale. En 2011, l'État du Mozambique s'est associé avec la compagnie britannique Gemfield pour son exploitation avec des moyens modernes. Face à cette situation, les mineurs appellent le gouvernement à légaliser leur activité. On aimerait que le gouvernement autorise notre activité. On pourrait chercher des rubis et les vendre au gouvernement qui, à son tour, les vendrait à l'étranger. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas être chassé. En ce moment, on travaille pour payer la libération de nos amis mineurs qui sont incarcérés. En juin 2014, la première vente aux enchères de rubis du Mozambique a eu lieu à Singapour. Cette pierre vient de se trouver un nouvel Eldorado, le Mozambique. Depuis 2012, le géant britannique Gemfield y a engrangé près de 350 millions d'euros. Et puis, non loin du Mozambique, le ministre sud-africain des Finances, Nanla Nene, a démissionné aujourd'hui après sa mise en cause dans une enquête pour corruption. Cette démission intervient juste après l'annonce de l'ouverture d'une enquête administrative sur Nene, qui avait reconnu la semaine dernière s'être entretenu avec un trio d'hommes d'affaires proches de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.